Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis extrêmement heureux ici de vous accueillir au Mobilier National et dans cette galerie des Gobelins pour ces rencontres des Gobelins, alors un peu particulières ce soir pour beaucoup de raisons. D'abord parce que ça a lieu dans cette galerie, alors que d'habitude nous sommes plutôt dans notre salle Lebrun, qui est plus confidentielle, et finalement les circonstances nous obligent, mais il n'y a pas que des contraintes, vous voyez, nous obligent finalement à investir ce bel endroit pour vous recevoir ce soir avec toutes les garanties de la distanciation physique qu'il convient d'observer. Voilà. Donc nous sommes très heureux évidemment d'avoir pu maintenir nos rencontres, et c'est le début de notre nouvelle saison, en quelque sorte, la saison 2020-2021, et nous l'inaugurons ce soir avec un plateau. Je ne vais pas filer toutes les métaphores culinaires en parlant de plateau, de plats de résistance, etc., mais l'idée est quand même celle-là, avec un plateau tout à fait exceptionnel, avec du gras double, ça je ne me permettrai pas, mais avec un plateau tout à fait exceptionnel ce soir, puisque nous accueillons avec grand plaisir, alors Jean-Robert Pitt, mais qui devient un habitué de nos rendez-vous, et j'en suis très heureux, donc secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis surtout le président de la mission du patrimoine français et des cultures culinaires, je dois le dire dans le désordre, mais voilà, vous rectifierez les choses. Et puis évidemment, ce soir, nous avons un invité tout spécial en la personne de Guillaume Gomez, qu'on me présente à peine, tellement il est maintenant connu et reconnu comme un véritable ambassadeur des arts de vivre français, notamment des cultures culinaires, justement, et de la cuisine. Et c'est bien la première saison ou la première séquence de nos rencontres des Gobelins qui sont consacrées, comme vous le savez, aux arts de la table au sens le plus large du terme. Et évidemment, ce qui est au centre de cette question, c'est évidemment la cuisine, car les arts de la table ne seraient rien s'il n'y avait pas d'abord bien une des formes les plus originales de la création en France, qui est justement cet art culinaire qui est pratiqué depuis si longtemps et qui est toujours pratiqué avec évidemment une maestria toute particulière. Donc vraiment, on est très très heureux et très honoré de vous recevoir ce soir pour cet échange, ce dialogue, et évidemment tout cela avec la complicité de Pierre Saner, que je ne vous présente pas pour les habitués et qui dira quelques mots lui-même tout à l'heure, et qui véritablement a été, avec Marc Bayard, que je salue aussi, véritablement l'architecte en quelque sorte de ces rencontres. Alors comme le temps est compté, je ne serai pas beaucoup plus long que cela, parce que je préfère que ce soit nos invités qui aient la parole plutôt que moi qui la prends déjà suffisamment souvent dans cette maison. Je voulais juste vous dire que donc nous inaugurons les premières rencontres des Gobelins avec toute une série d'entretiens consacrés donc aux arts décoratifs de la table et aux arts de la table. Il y aura évidemment une autre séquence, vous l'avez vu dans les programmes qui vous ont été donnés, sur les savoir-faire, le design et le développement durable. Là, c'est un sujet auquel nous nous intéressons beaucoup avec le campus des métiers d'art et du design qui se trouve installé ici, et comme nous allons créer, ou travailler en tout cas à la création d'une matériothèque éco-responsable, évidemment, ça fait directement référence à cette problématique. Et enfin, nous aborderons dans une troisième série de conférences les textiles dans tous leurs états, en quelque sorte, et je parle devant Muriel Barbier, qui est la conservatrice chargée des collections textiles, notamment dans notre maison, avec là aussi beaucoup de partenariats intéressants, l'INHA, évidemment, le CNRS, la Maison Prel aussi qui sera avec nous. Et c'est évidemment tout l'intérêt de ces rencontres des Gobelins, c'est de permettre à différentes, je dirais, des acteurs de ces différents univers, hein, qui travaillent à une meilleure connaissance et valorisation des savoir-faire français, et bien d'échanger devant vous sur tous ces sujets qui nous sont chers, que nous partageons, parce qu'on parle de savoir-faire, mais en réalité ça revient à des savoir-vivre aussi, et à un art de vivre à la française auquel nous sommes attachés. Et évidemment, tous les sujets dont nous débattons et dont nous allons débattre ce soir d'ailleurs concourent très très fortement à cette meilleure connaissance et promotion des savoir-faire et donc du savoir-vivre français auquel évidemment le Mobilier National est tout particulièrement attaché. Voilà, je serai pas plus long que ça, je vous l'ai dit, et donc je vous donne maintenant la parole, et merci encore messieurs d'être avec nous ce soir. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, en effet, vous l'avez dit, et pour ma part, je ne connais pas de bons aspects de la Covid, et pourtant, il faut reconnaître que ce soir, c'est grâce à ce satané virus qu'on se retrouve dans ce lieu magnifique, de cette belle galerie, et c'est pour nous un plaisir, un honneur, puis je pense une joie d'être dans ce très très beau lieu. La galerie, à mon sens, n'est pas trop belle pour accueillir ce soir l'un des hommes, et oui, les plus importants de notre République. En effet, c'est à lui que revient de préparer au quotidien le menu des pauses déjeuner, non seulement du président de la République, mais aussi de tous ses conseillers. C'est à lui, c'est à toi, que revient à l'occasion des dîners d'État, de ravir les papilles des grands de ce monde, les rois, les reines, les chefs d'État, les prix Nobel. Et sans dévoiler les secrets de la République, je sais que tu refuseras de nous en divulguer trop, quoique peut-être on essaiera de savoir un peu ce qui se passe derrière le voile des cuisines de la République. Nous demanderons à Guillaume Gomez, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être là ce soir, de lever un peu de ce voile qui protège les cuisines de l'Élysée, et puis un peu, d'une certaine manière, comme aurait pu l'écrire Émile Zola, nous faire découvrir et humer un peu le ventre du palais. L'an passé, certains d'entre vous s'en souviennent, nous avions accueilli et nous avions fait cette conversation avec Guy Savoy. Et comme l'année dernière, on mènera cette conversation avec Jean-Robert Pitt, qui effectivement est à la fois mon président. Je me l'approprie dans cette dimension. Et puis, comme vous l'avez dit, cher Hervé, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences morales et politiques. Et pour moi, c'est aussi un gourmet et un géographe de la plus grande importance. C'est l'auteur, comme vous le savez aussi, du dictionnaire amoureux de la Bourgogne. C'est l'auteur d'un atlas géographique qu'on évoquera probablement tout à l'heure dans le cadre de notre conversation. Et plus récemment, j'en dis un mot parce que, après tout, lorsqu'on parle de religion, on parle aussi de celle de l'estomac, d'une géographie de la planète catholique, une géographie culturelle qui évidemment évoque aussi ces sujets, mais ça peut être l'objet, Jean-Robert, si on est d'accord, d'une conférence ultérieure une autre fois. Seule petite ombre à notre soirée, Guillaume Gomez devra impérativement partir à 19h pile. Donc on va essayer d'avoir cette conversation d'abord pendant 3/4 d'heure et puis laisser la parole à cet auditoire qui nous fait là aussi l'amitié d'être là ce soir pour poser peut-être certainement beaucoup de questions. Comme vous le savez, c'est aussi le 10e anniversaire toute l'année 2020-2021 de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel et matériel de l'humanité, inscription qui est intervenue en novembre 2010, donc 10 ans plus tard, et pendant 1 an, nous allons fêter cette inscription. Et j'aurais juste attiré votre attention sur 2 événements phares. Un qui a lieu en ce moment au pavillon de la Villette, c'est une exposition sur la cité de la gastronomie. Vous savez que c'est un des éléments de notre engagement vis-à-vis de l'UNESCO que de mettre en place des équipements culturels dédiés au repas gastronomique des Français. Donc cette exposition, la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis, s'expose et passe à table à la Villette. C'est jusqu'à la fin du mois. Et juste après, on aura à peine le temps de faire une pause qu'à la manufacture de Sèvres, très étroitement liée à la manufacture des Gobelins et du Mobilier National, cette exposition sur à table, le repas tout un art. Voilà, ça c'était pour les introductions, et je pense que d'une certaine manière, notre entretien que nous avons ce soir, cher Guillaume, est aussi un de ces éléments du rayonnement et des 10 ans de l'inscription du repas gastronomique. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, et là on va être tout de suite présenter Guillaume Gomez, quelqu'un d'énergique, quelqu'un d'extrêmement généreux dans ses engagements, dans son travail. Et encore une fois, vu l'activité et l'agenda qu'il a, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Mais directement, le plus important, c'est effectivement quel est ce ventre du palais, quelles sont ses cuisines et comment entre-t-on dans les cuisines de l'Élysée. Raconte-nous un petit peu, Guillaume, d'abord diplômé d'un BEP, je crois, hôtellerie-restauration, et après comment on rentre dans cette belle aventure aux cuisines de l'Élysée, tout jeune, je crois.
Alors, bonsoir à toutes et tous. Déjà, merci de m'accueillir ici ce soir. Et je suis ravi de pouvoir avoir cette discussion, même si malheureusement, comme Pierre vous l'a dit, je dois partir. J'ai un engagement ce soir au ministère des Affaires étrangères, donc il faut vraiment que je parte à 19 h impérativement. Je m'en excuse. Voilà, donc oui, alors je commence l'Élysée, un petit peu avant l'Élysée, ma carrière de cuisinier, somme toute de façon assez classique, par une école hôtelière, l'école de Paris des métiers de la table, où je passe un diplôme. Alors c'est là qu'on voit qu'on vieillit, c'est quand les diplômes que l'on passe n'existent plus. C'était à l'époque un BEP hôtelier qui réunissait un CAP cuisine, un CAP salle, un CAP hébergement, et déjà à l'époque une initiation à l'œnologie, ce qui était très bien. Pour pouvoir justement connaître bien la cuisine. Les professeurs à l'époque m'avaient persuadé de passer cet examen parce que et j'en suis maintenant bien sûr intimement persuadé, pour bien cuisiner, il faut connaître tout le panel du métier des arts de la table, et je ne serais pas le chef que je suis aujourd'hui si je n'avais pas appris les notions de service, les notions bien évidemment d'œnologie et de tout ce qui fait le métier de la restauration. Donc fort de ce BEP hôtelier, alors je passe ça dans les années 90. Il faut bien vous dire que la cuisine n'était pas à la mode. 1990, merci, oui. N'était pas à la mode comme elle peut l'être aujourd'hui. Il faut vous remettre à l'époque où il n'y avait pas toutes ces émissions de télé. Moi, j'ai mon passage en seconde d'accordé. Je suis ce qu'on pouvait appeler un bon élève avec environ 16 de moyenne en fin de troisième. Mon professeur de mathématiques, je fais toujours un petit peu de publicité depuis presque 30 ans maintenant, Monsieur Tornadiggio, convoque mes parents pour leur dire « Mais vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier ». C'était l'époque, voilà, c'était il y a presque 30 ans en arrière, 27 ans, jamais on aurait convié un chef de cuisine à venir s'exprimer dans un lieu si magnifique, devant un tel auditoire. Donc c'est vraiment l'époque qui voulait ça. Donc j'arrive dans un métier qui est assez difficile, bien sûr. Pourquoi ? Parce que dévalorisé par rapport à ce qu'il est et peu motivant. Mais moi, j'ai ce que j'imagine être de la passion déjà dès le début. Et en fait, on se rend compte que la passion, elle vient vraiment en apprenant ce métier. J'ai la chance, parce que je pense que c'est le mot qui définit bien aussi mon parcours de vie et ma carrière. J'ai la chance de rencontrer un maître d'apprentissage, Johnny Benariac, qui dans un restaurant qui lui aussi n'existe plus maintenant, Le Traversière, dans le 12e. Qui, plus que de m'apprendre des recettes, me transmet la passion de ce métier et de ce que doit être le métier d'un cuisinier, à savoir le partage, la transmission bien sûr, et l'amour du produit et de la cuisine bien faite. Et lui m'apprend que la grande cuisine, c'est pas forcément sous les ors de la République, mais c'est bien traiter un beau produit en allant avec le vin qui va avec, servi à bonne température, et bien évidemment avec le tour de table qui doit aller de pair. Et c'est Johnny Benariac qui me place ensuite chez Le Divelec, un restaurant étoilé Michelin qui n'existe plus non plus, enfin qui a été transformé maintenant. Jacques Le Divelec, 2 étoiles Michelin, chez qui je reste presque 3 ans, et c'est lui qui, à une autre époque aussi, je dois faire mon service national, ce qui n'existe plus maintenant, et c'est Jacques Le Divelec qui me place à l'Élysée pour faire mon service militaire. Donc je rentre à l'Élysée en juin 97 au service du président Chirac. Sans dévoiler, à peine 19 ans, hein. Donc c'est ça ? Oui, j'avais 97, j'avais 19 ans, c'est ça, j'avais 19 ans. Pour au départ y rester 1 an, je me présente au chef Joël Normand que j'avais rencontré rapidement pour qu'il m'accorde ce service militaire à l'Élysée. Joël Normand qui était arrivé, lui, à 14 ans sous le général de Gaulle. Alors, pour vous donner l'idée, c'est qu'il y avait 3 cuisiniers qui avaient commencé leur... on le voit, Joël ? Voilà, c'est le monsieur qui est à ma gauche, Joël Normand et Bernard Vaution. Donc Joël Normand était rentré comme jeune cuisinier à 14 ans à l'Élysée sous le général de Gaulle. Donc quand j'arrive dans cette cuisine, il y en a 3 qui ont commencé sous le général de Gaulle. Je me dis comment c'est possible de rester près de 40 ans dans une maison. Ils doivent faire de la cuisine en noir et blanc, je ne sais pas ce qu'ils font, mais comment est-ce qu'on peut rester si longtemps dans une maison ? Je venais de faire 3 ans dans un étoilé Michelin, j'attendais qu'une chose, c'était de partir et de voir le monde et de découvrir, et je me suis dit, jamais je reste aussi longtemps dans une maison. Je fais 1 an mon service militaire et je m'en vais par Mons et par Vaux. C'est ce que doivent se dire les jeunes quand je les accueille maintenant, alors que j'ai 23 ans de maison. Ils doivent se dire, le chef, il fait de la cuisine en noir et blanc. Il a connu Jacques Chirac. Donc voilà, et petit à petit, je gravis les échelons, je découvre un univers qui est totalement différent de celui de la restauration commerciale, avec pas de planning, pas d'horaire, pas de jour de férié, rien de tout ça, pas de salle à manger de restaurant où vous savez que vous avez 40 places assises, vous allez faire 40 couverts, et ça part du sandwich jusqu'au dîner de gala. Donc aucune routine surtout qui peut s'installer.
de là une mission aussi un petit peu complémentaire de faire valoir tout ce terroir et tout ce territoire français, ce qui vraiment est notre corps de métier à l'Élysée. Et du coup, aucune routine qui peut s'installer et un travail qui est, somme toute, assez plaisant. Alors, on va y revenir effectivement sur les sources d'approvisionnement. Contrairement à certains lieux, paraît-il, il y a une diversité des propositions et des sources d'approvisionnement. Mais en gravissant ces différentes étapes, tu vas aussi, si je ne me trompe pas, et si le col bleu blanc rouge veut bien l'avouer, passer le concours, un des concours les plus difficiles, le concours des MOF. Alors bon, chacun sait ici ce que le MOF, donc les meilleurs ouvriers de France, est dans une catégorie quand même assez élevé et très difficile, cuisine. Donc comment on trouve le temps? Alors tu me diras peut-être que le quotidien permet de pratiquer et de s'entraîner, mais bon, là aussi quand même compliment et respect, comme diraient ceux qui voient en couleur et donc les jeunes, respect pour devenir après, je crois, le plus jeune MOF oui. cuisine. J'ai fait assez court sur ma carrière parce que tu m'as dit qu'il fallait pour vous laisser surtout la parole. En fait, à l'Élysée, je découvre au-delà de cet univers gastronomique qui est étonnant parce que pas 2 jours de suite la même chose, pas de carte. Nous, on a un convive qui est là à chaque repas, c'est le président de la République. Donc, quand vous gardez un convive 12 ans comme Jacques Chirac, il vous faut à chaque fois l'étonner, en tout cas le satisfaire bien évidemment. Et si on doit refaire des choses, c'est à sa demande, jamais de notre propre chef. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de changer, d'innover à chaque fois, que ce soit une garniture, la provenance, l'origine d'un produit, la façon, une technique de travail, et ainsi de suite. Et donc, en plus de découvrir cette cuisine-là, je découvre l'univers des concours de cuisine et je commence à m'inscrire dans les concours de cuisine parce que la brigade s'y prête et on a une trentaine de cuisiniers qui arrivent d'horizons totalement différents. Tous les jeunes comme moi qui arrivaient en fait de 3 étoiles et de 2 étoiles arrivaient pour faire leur service militaire à l'Élysée. Donc c'est comme si en 1 an d'armée, j'avais fait des stages dans les meilleurs restaurants de France parce qu'on en avait qui arrivaient de chez Ducasse, de chez Robuchon, de chez Paul Bocuse, d'un petit peu partout, de tous les 3 étoiles et de tous les 2 étoiles et on s'échange nos recettes, nos techniques et nos valeurs travail. Et c'est sur un concours de cuisine où les jurys qui sont en cuisine ou qui sont en dégustation, peu importe le résultat d'ailleurs du concours, j'en ai gagné qu'un, je crois, avant le meilleur ouvrier de France. Tous les autres, j'ai fait 2e, 3e, 6e. Et c'est eux qui, pendant le travail, me disent ça fait plusieurs fois qu'on vous voit sur des concours. Vous devriez tenter le concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Vous devriez tenter le concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Bon, moi, je me disais, papy, il débloque un peu. C'était Georges Roux, pour lui rendre hommage aussi. Et un grand monsieur de la cuisine. Et je lui dis, écoutez, chef, d'accord. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même un manque de respect, alors que ça fait 3 fois qu'il me dit, je devrais tenter le concours de meilleur ouvrier de France, que de ne pas l'écouter et de ne pas y aller. Donc, par respect pour lui, je m'inscris au concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Alors, j'y croyais tellement pas qu'entre la sélection et la demi-finale, je faisais un autre concours. Et entre la demi-finale et la finale, je représentais la France au Gualtiero Marchesi Awards à Milan. Je dois être le seul cuisinier à avoir le titre de meilleur ouvrier de France, à faire des concours entre les étapes du concours de meilleur ouvrier de France. Il se trouve que j'étais le plus jeune des 750 inscrits en 2003 et je me retrouve lors de la finale en janvier 2004 à Toulouse, du coup le plus jeune lauréat de l'histoire à 25 ans dans la catégorie cuisine. Effectivement. Jean-Robert, oui. Non, je pense qu'il faut rentrer aussi dans le vif du sujet culinaire, parce que c'est pas seulement une carrière, c'est pas seulement un palais et la République, c'est aussi des produits à mettre en œuvre tous les jours, une cuisine à faire pour faire plaisir à des gens très variés, en particulier, donc tu le dis, le président, et tu en as servi 3 jusqu'à maintenant, me semble-t-il. 2, 3, 4. 4. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. J'avais oublié Nicolas Sarkozy, qui est le plus intéressé à la grande cuisine, comme chacun sait. Mais qui est quand même, je dois le dire pour notre public, qui est quand même le président, même s'il mange du Nutella et qu'il boit du Coca-Cola, tu ne peux pas le dire, mais moi je peux le dire. Oui, bien sûr, c'est moi qui le dis et qui m'engage, qui est quand même le président qui a soutenu très fort l'initiative que nous avons eue il y a 13 ans maintenant, de demander à l'UNESCO de reconnaître la gastronomie française. Donc c'est devenu le repas gastronomique des Français au patrimoine de l'UNESCO. Et je dois dire que le soutien de Guillaume a été total en toutes circonstances dans cette aventure. Et même après, parce que ce n'était pas si simple de faire vivre notre mission du patrimoine et des cultures alimentaires et de continuer à parler de cette aventure et de cette reconnaissance de l'UNESCO, de façon à ce que tous les Français, si vous êtes nombreux ici ce soir malgré la Covid, c'en est bien une preuve, que ça fait partie
de l'identité des Français, de la culture des Français, du patrimoine français au sens le plus noble du terme, mais aussi au sens le plus quotidien, parce que la gastronomie, ça vit tous les jours. Et un petit déjeuner, un déjeuner simple, même quand on est deux à table, ça doit être gastronomique, même avec des produits bon marché. Alors, pardon. Donc, toi, tu dois cuisiner pour le président et toute la maison de l'Élysée, matin, midi et soir, et toute l'année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre le repas de tous les jours où le président est seul avec son épouse, puisque tous ont eu une ou plusieurs épouses, et le repas officiel où il y a 5 ou 6 personnes, 1 ou 2 ministres, un ambassadeur ou un chef d'État en petit comité, et le banquet d'État. C'est quand même c'est des exercices extrêmement différents. Oui, alors il y a toujours, bien évidemment, c'est pas le même engagement. Vous pensez bien que ce soit l'engagement humain, technique ou financier, lorsque le président déjeune seul ou avec des collaborateurs, ou lorsqu'elle reçoit la reine d'Angleterre. Il faut des niveaux d'exigence qui soient différents, dans le sens où il ne faut pas que la reine ait l'impression qu'elle assiste à... On parle tout de suite de la reine, parce que... un peu plus tard. Elle est là. Tu as accepté qu'on en parle un jour. Tu nous fais la surprise. Histoire, et apparemment, tu as le droit de la raconter. Oui. C'est la relation entre la reine Elisabeth II, Sa Majesté, et le foie gras. Voilà, je réponds à ta première question et je vous raconte la petite anecdote. Donc, en fait, oui, on fait attention à tout ça. On a quand même, nous, l'exigence principale, et c'est ce que je disais, et c'est ce qui nous ramène à la thématique sur le produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon repas, que ce soit un repas frugal, rapide, une collation ou un grand dîner d'État, sans un bon produit. Et derrière ce produit, celles et ceux, les femmes et les hommes qui le font et qui animent ce terroir français et qui nous donnent le meilleur des produits. Et si aujourd'hui la gastronomie française, est-ce qu'elle est dans le monde ? C'est avant tout, bien sûr, grâce aux artisans qui transforment tout ça, que ce soit les cuisiniers, les fromagers, les pâtissiers, les vignerons, les grands maîtres, les grands sommeliers, mais c'est avant tout grâce à ce terroir qui est unique au monde. Il n'y a pas un autre pays dans le monde où sur 1000 kilomètres, vous avez une variété, une diversité de produits si différents. Donc ça, on le doit à notre terroir. Donc, bien les producteurs font très attention à livrer à l'Élysée des produits exceptionnels. Oui, ils ont une exigence. On travaille avec des producteurs qui sont des gens passionnés et qui ont l'exigence de leurs produits. Mais je ne pense pas qu'ils arrosent la tomate différemment, qu'elle soit pour nous ou qu'elle soit pour toi. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une belle tomate. Et un produit n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est de saison, bien évidemment, et récolté, produit, élevé, pêché, chassé par des gens de passion. Donc ça, c'est pour l'achalandage de nos produits. Alors, en ce qui concerne les déjeuners, que ce soit de travail, bien évidemment, en fonction de la thématique du repas, les moyens ne vont pas être les mêmes et les impératifs aussi ne vont pas être les mêmes. Est-ce que c'est un déjeuner de travail où les gens sont en train de travailler, donc ça va être du plateau repas, ou ça va être des choses faciles à manger? Même pour le président? Même pour le président, bien sûr. Pour rendre quand même un petit peu justice à Nicolas Sarkozy, qui n'a pas, c'est vrai, la réputation d'être un fin gourmet, et tu l'as prouvé avec tes anecdotes, c'est quand même quelqu'un, tu l'as dit, qui connaissait énormément le terroir, énormément la gastronomie, qui a fait pour la gastronomie et pour les chefs énormément de choses, et je veux quand même dire qu'il tenait à l'Élysée à ce qu'à chaque fois qu'il y ait des invités, que le repas soit en adéquation avec l'invité qui soit là. Alors c'est sûr, s'il était en train de travailler, ils n'allaient pas arrêter une réunion pour dire on passe à table. Et donc il disait amenez quelque chose à manger. Et c'est vrai qu'il regardait peut-être pas ce qu'il mangeait. Et c'est là où ses propres collaborateurs lui ont fait cette réputation. Mais c'est quand même quelqu'un qui depuis des années, pour rendre hommage à la cuisine d'un de mes bons copains, Éric Fréchon, va déjeuner au Bristol et on le force pas. Donc c'est voilà, juste pour remettre un petit peu les mange des oursins soufflés au milieu du village. Voilà. Et tu parlais de la reine d'Angleterre. Alors on a eu le cas, c'est vrai que la reine d'Angleterre doit être le chef d'État qui a été peut-être le plus reçu à l'Élysée par des présidents différents depuis des décennies. Et c'est vrai que c'était à l'époque où le foie gras, vous savez que c'est quand même ça fait partie du patrimoine, de notre patrimoine gastronomique français, mais il est quand même très attaqué. Et en France, et surtout à l'étranger. Et c'est vrai que les Anglais ont une grosse campagne anti-français et anti-foie gras. Et on était en plein dedans lorsque la reine... Le prince Charles ne mange pas de foie gras. Et le prince Charles porte cette revendication, et chef de file des anti-foie gras. Et alors, ce qui se passait, c'est que la reine était reçue à l'Élysée, et à l'époque, donc l'ambassade nous fait savoir qu'il ne faut pas servir de foie gras. Moi, je fais remonter l'information que, en retraçant les archives, qu'à chaque fois que la reine est venue, on lui a fait du foie gras, parce que elle ne peut pas en manger peut-être comme elle veut en Angleterre, et en tout cas, elle adore le foie gras. Et
notamment même quand son père était venu, le roi, quand il était venu, du foie gras avait été servi. Et donc, on fait des propositions de menus. Et ça, on le doit au président Hollande, qui trouve, je ne sais pas si on peut dire, le biais diplomatique adéquat ce jour-là. Il dit, bah, écoutez, la reine d'Angleterre est l'invité qui a été reçu, le chef d'État qui a été reçu le plus souvent au Palais de l'Élysée. On va faire une marque qu'on n'a jamais fait à un autre invité, on va la laisser choisir le menu, ce qui ne s'était jamais fait et ce qui ne s'est plus jamais refait. C'est-à-dire que c'est un fait historique, c'est la seule fois où un invité à l'Élysée a pu choisir son menu, c'est la reine d'Angleterre, et bien évidemment, elle a choisi le foie gras. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion à ce moment-là de faire foie gras de canard et foie gras d'oie avec des provenances différentes, Alsace et Vendée, et un baron d'agneau de Sisteron en plat. Et donc, bien évidemment, ça a fait la une des tabloïds, les Français ont servi du foie gras à la reine, et l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris a dû communiquer en disant ce ne sont pas les Français qui ont choisi ça, c'est la reine qui a choisi ce jour-là de manger du foie gras, ce qui nous a fait gagner quelques parts de marché avec l'agneau de Sisteron et le foie gras. Donc la diplomatie, effectivement, et le ventre se marient vraiment bien. Et pour revenir à depuis longtemps, la reine d'Angleterre, il y avait ce petit dessin. Je pense que tu dois connaître cette bande dessinée, le château de Mathieu Sapin. Je crois que je l'ai là. Alors bon, là c'est vraiment tout petit, mais on voit Laurent Stefanini que l'on connaît bien, qui était à l'époque responsable du protocole, qui a écrit cet ouvrage sur les grands repas diplomatiques. Et sur la planche de droite, on voit Guillaume Gomez qui attend ce que va lui dire le coup d'envoi. Quand est-ce que les intendants vont dire oui, ça y est, il faut envoyer les plats. Quel est le clin d'œil? Qui est ce Patrick qui est probablement les yeux. Oui, il faut comprendre, pour parler architecture au Palais de l'Élysée, c'est un palais avec plusieurs étages et des grandes salles, et les salles à manger sont au rez-de-chaussée, les cuisines, bien que vastes et avec une belle hauteur sous plafond, sont au sous-sol. Donc moi, je ne vois pas ce qui se passe dans la salle. Donc Patrick, qui est un de mes maîtres d'hôtel, qui est parti en retraite maintenant, avec près de 40 ans de maison également, ce sont mes yeux, c'est-à-dire que c'est lui qui, à tout moment, va m'appeler, va me faire, avec un système de sonnette, ding, 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 me faire marcher, va me dire début du discours, fin du discours, début du deuxième discours, apéritif, attention, le président se lève, le président se rassoit, pour qu'on puisse savoir à quel moment il faut envoyer, parce que bien évidemment que l'on soit obligé d'envoyer. Alors, est-ce qu'on peut parler du style des repas dans les banquets d'État, puisque là on parle de banquet d'État, qui est le style à la française, avec service à la française qui n'est pas le plus pratique pour la plupart des Français qui sont invités, parce qu'ils s'en mettent plein la cravate ou la robe du soir. Donc c'est un choix qui est délibéré, que tous les présidents ont maintenu, parce qu'il y a des présidents de tout style, et le type de cuisine, le type de présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, vous m'entendez mieux. Pour le service à la française, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le service à la française, ce sont deux petites choses à retenir pour le service à la française. La première chose, du service au plat. Donc c'est du service où on va vous présenter le plat, et contrairement au service à l'anglaise où les gens vont vous servir, les maîtres d'hôtel vont vous servir, là ce sont les convives, pas les clients, personne ne paye chez nous, les convives, qui se servent dans le plat. Donc c'est à vous de vous servir. Donc bien évidemment, dans la construction même de notre cuisine et de nos plats, il faut que l'on repense ça. C'est pas du service à l'assiette où vous avez juste à manger. Donc il faut à chaque fois que tout ce qu'on va mettre dans le plat, que ce soit l'élément principal, les garnitures, les sauces, qu'elles soient facilement, toutes ces choses-là, ça n'empêche pas d'en mettre plein la cravate lorsqu'on maîtrise moins la pince ou la fourchette, mais en tout cas, vous devez à chaque fois pouvoir les recueillir sur le plat et les poser dans votre assiette. Le maître d'hôtel est là pour vous aider si besoin. Mais dans la construction de notre cuisine, c'est un élément bien évidemment différent, et surtout, ce qui nous permet de faire des pièces, qui sont des pièces de tradition française, comme je vous ai parlé des selles d'agneau, des barons d'agneau, des poissons entiers. Poissons entiers, mais quand même partagés en parts. Oui, alors on peut faire les parts si on veut faire les parts, mais il nous arrive de faire, je ne sais pas, des turbos farcis, qui sont des turbos des arrêtés farcis, et à la tranche, et le maître d'hôtel vous coupe la part, et c'est vous qui vous servez. Mais il coupe la part. Oui, il coupe la part. Vous devez juste vous servir. Donc,
et ça nous fait une cuisine qui va être différente que celle qu'on puisse faire à l'assiette. Tous les présidents, du moins pour les grands dîners d'État, se sont bien gardés de changer tout ça, cette tradition à la française. Il faut savoir que la deuxième partie du service à la française, c'est également le ballet qui va se faire en salle. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fonction soit une grande table en U avec ce que nous on va appeler des services, c'est-à-dire par groupe de 8 ou de 10 personnes, soit des tables de 8-10 couverts, et chaque premier de chaque table va se servir en même temps. Donc pour que tout le monde puisse se servir en même temps et surtout desservir toute la salle en même temps, il faut que tout puisse partir en même temps. Donc c'est un véritable ballet, contrairement à la plupart des banquets auxquels vous avez dû assister, où ils vont servir d'abord la table d'honneur et ensuite les tables satellites. Nous, tout le monde va être servi en même temps. Donc il faut pour ça pouvoir envoyer 250 couverts en même temps, à savoir, quand c'est des services à peu près de 8-10 personnes, une trentaine de plats avec la nourriture dessus. Il n'y a plus les grandes tables en nu, c'est dit ? Non, les grandes tables en nu, c'était assez compliqué dans le sens protocolaire, où il fallait attendre, ça se faisait à une époque, ça s'arrêtait sous Jacques Chirac, ça s'arrêtait sous Jacques Chirac. Après, on a préféré faire des tables plutôt de 8-10 où les gens peuvent circuler plus librement. Bon, là, avec la Covid, bien évidemment, plus personne circule, mais sinon, ça permettait aux gens de pouvoir sortir, partir avant, sans que ce soit plus discret qu'une table en U, ou si vous êtes assis de ce côté-là, vous devez passer devant tout le monde pour pouvoir Mais c'est moins majestueux. Ah, c'est autre chose, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment pas ma partie, c'est-à-dire qu'en plus, c'est vraiment la partie à laquelle je n'assiste jamais, parce que je suis en cuisine. Sauf que toi, tu dois tenir, si c'est des plats chauds, si c'est une entrée chaude ou un plat chaud, tenir tout ça au chaud pour que tout le monde puisse être servi oui. au même moment. C'est la différence vraiment avec le métier de restaurateur, c'est qu'on doit servir 250 personnes au plus rapide de nos dîners d'État sous l'ère Sarkozy où le fromage avait été supprimé. On faisait entrée, plat, dessert en 45 minutes. Voilà. Donc que ce soit 3 couverts ou 250 couverts. Donc il faut savoir tenir au chaud et être prêt. Tu peux donner quelques exemples parce que les plats qui sont servis, puis il y a des photos dans le livre qui est ici, les plats qui sont servis sont très différents de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les restaurants, même comme type de cuisine, type de saveur, type de présentation. Oui, parce que différent. Il y a deux volets. Il y a le volet, on va dire, quotidien, où on va cuisiner aussi pour, vous savez, les gens qui viennent à l'Élysée sont des contemporains de ce siècle. Hein. On reçoit monsieur et madame, tout le monde, dans le sens où ça peut être des chefs d'entreprise, ou ça peut être des auteurs, ou ça peut être des chefs d'État, ou ça peut être des entrepreneurs, ou ça peut être tout simplement du grand public. Donc bien évidemment, on fait la cuisine que les gens consomment aujourd'hui. On ne fait plus la cuisine qu'on faisait il y a 200 ans, parce que plus personne mange la cuisine qu'on faisait il y a 200 ans. Donc la tradition n'est pas en opposition avec l'innovation. Donc on doit allier tout ça, mais bien évidemment, lorsque vous faites des pièces de viande ou des pièces de poisson pour 8-10 personnes, ce n'est pas la cuisine qu'on trouve dans les restaurants. Qui, dans un restaurant, aujourd'hui, sert une selle de veau ou une selle d'agneau? Plus personne. On va vous servir une côtelette d'agneau, 1 million de veau, mais personne vous envoie un baron d'agneau découpé entier ou un jambon ou des choses comme ça, parce que tout simplement, il n'y a plus la vente dans les restaurants. Ce qui était le cas il y a peut-être 20 ou 30 ans avec les chariots de découpe, avec les choses comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui dans les restaurants. Moi, je voulais revenir un peu sur la préparation de ces dîners d'État. Donc le quotidien, quand même, il faut l'avoir en tête. C'est quoi? C'est 200 repas, 200 jours? En 23 ans, on fait en moyenne entre 92 et 95 000 couverts par an. Donc ça fait une fausse moyenne de 300 par jour. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et pour les dîners de gala ou les dîners d'État, là, comment on se prépare? Quelques jours avant? Alors, ça commence en amont, environ 3 semaines, 1 mois avant, lorsque la visite d'État est annoncée. Alors, ça marche aussi bien pour nous lorsqu'on reçoit un hôte étranger ou lorsque le président est en déplacement à l'étranger. Les protocoles se mettent en lien et toute la visite va être calée à partir du moment où un chef d'État rentre dans l'espace aérien. Il est invité par la France, donc tout va être calé à partir du moment où il arrive dans notre espace aérien jusqu'au moment où il repart. Donc ça va de l'accueil dans les aéroports, ça va la garde républicaine que vous pouvez voir, la musique, la décoration florale et bien évidemment le repas, le déjeuner ou le dîner qui va être offert en cette occasion. Qui choisit le menu? Le menu, voilà. L'élaboration du menu. Alors donc le protocole va nous donner, on va dire, tout ce qui sont les interdits alimentaires, qui soient d'ordre de goût, religieux ou des allergènes. En fonction de ça, je vais proposer un menu au président et à la première dame, et ce sont toujours
comme je vous l'ai dit, sauf pour la reine d'Angleterre, toujours le président qui va valider, le président et madame qui vont valider ce qu'ils vont. Il n'y a pas de conflit entre le président et la première dame, jamais. Non, pas que je sache, j'y assiste pas forcément. Donc, moi, à chaque fois, je fais valider les menus en fonction des mandatures à mon interlocuteur, qui peut être le président ou madame, en fonction du chef d'État invité. Là, tu as une certaine liberté de proposer un menu. Je propose ce que je veux, à chaque fois. C'est-à-dire que je fais attention. En fonction de la saison, de ce que tu imagines du goût de bien évidemment, en fonction déjà de l'invité, c'est-à-dire que sans aller sur une cuisine qui va être du pays, qui pourrait être en plus perçue comme un petit peu un affront en disant on vous fait un plat de chez vous pour vous montrer comment nous on le fait. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Quand on reçoit le roi d'Espagne, je vais toujours essayer de partir sur une cuisine qui, de par mes origines espagnoles, je sais ce qu'on mange en Espagne, va être une cuisine qui peut être appréciée par toute la délégation espagnole, mais avec des produits français et de la cuisine française. Je ne vais pas faire une paella, mais par contre, je vais peut-être faire du riz de Camargue, avec du safran de France, avec des choses comme ça, pour montrer que notre terroir, par la technique des cuisiniers français et notre terroir français, peut être en adéquation avec toutes les cuisines du monde. Là, pareil avec les chefs d'État. Est-ce que toi qui as travaillé dans des grandes maisons comme le Divlek, avec un chef très créatif et imaginatif, est-ce que tu peux faire preuve de créativité, d'inventivité, y compris dans les menus très officiels? Alors, il faut, parce que je vous l'ai dit, on a un convive qui est là, plus quelques autres qui sont quand même assez souvent, que ce soit les membres du gouvernement ou d'autres habitués, qui peuvent voir un petit peu la différence et pas toujours faire la même chose. Alors, sauf si c'est une demande d'un chef d'État en disant j'ai mangé ça, c'était très bon, je voudrais le remanger. Je vous donnerai pas d'exemple. Ça t'arrive de recevoir ça peut nous arriver. Poutine dit j'aimerais beaucoup ça peut nous arriver d'avoir l'information. Et non, on n'en sert plus. C'est le seul produit qu'on ne sert pas. Mais par contre, ça peut nous arriver d'avoir des informations par un autre biais diplomatique aussi, qui est notre téléphone bleu, on va dire, avec les autres chefs de cuisine. C'est que j'ai la chance de connaître quasiment tous les chefs de tous mes homologues étrangers, que ce soit la chef de la Maison Blanche, le chef d'Angela Merkel, le chef du prince Albert. Donc lorsqu'on reçoit un chef d'État, il peut m'arriver d'avoir juste l'information pour savoir ce qui fera plaisir. Pas ce qu'ils n'aiment pas, je le sais déjà, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un exemple très concret, parce que ça a servi, je pense, la diplomatie française. Lorsque le président Trump est venu en France, on avait les interdits alimentaires. J'ai appelé la chef de la Maison-Blanche pour lui dire « D'accord, je sais ce qu'il n'aime pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il aimerait ?» Elle m'a dit « Il adore ça, 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 ça. » Dis-le. Non, mais elle m'a donné plein de sortes de plats, dont les hamburgers, dont tout ce qu'on connaît déjà. Et il me dit « Il adore les travers de porc. » Et donc, tu lui as fait des travers de porc? J'ai pas fait des travers de porc. J'ai fait ce jour-là une déclinaison autour du cochon porc noir de Bigorre avec un carré de cochon rôti, braisé comme il fallait, et le haut de côte, donc ce qui peut correspondre à des travers de porc, parce que ce sont des travers de porc, le haut de côte braisé, cuisiné et avec des pommes pailles, ce qui pourrait être assimilé à des petites frites pour ceux qui savent pas ce qu'est le plat phare de l'Élysée tous les jours, non? Voilà, on en fait pas mal. Donc des pommes pailles avec des pommes de terre issues du terroir d'Île-de-France, puisque c'était des pommes de terre de Neuilly-Plaisance dans le 93. Et donc la première chose que dit le président Trump quand il sort du déjeuner en allant en conférence de presse devant l'Élysée, il dit le déjeuner was amazing. Il a dit le déjeuner était formidable. Donc ça a servi la diplomatie française. On en est tous très fiers parce qu'il a aimé le plat qu'on a fait. Et ça, j'ai pu faire ça seulement parce que j'avais la relation avec la chef de la Maison-Blanche qui m'a permis de savoir ce qui allait être apprécié ce jour-là par tel chef d'État. Et nous, notre travail, voilà, c'est ça. Quand je vous disais c'était quelqu'un de très important, effectivement, une bonne part de la diplomatie et des possibles conflits ou pas avec les États-Unis ont reposé sur ce noir de Bigorre. Non, mais c'est le ministre des Affaires étrangères bis, et comme l'a dit Hollande un jour devant moi, je vous présente mon médecin de famille. C'est vrai. Donc il y a une chose aussi, tout le monde a vu bien sûr le film Les saveurs du palais, avec l'histoire un peu, même très romancée, entre François Mitterrand, joué par Dormesson dans le film, et Daniel Delpeuch, qui était la cuisinière privée de Mitterrand. Toi, tu étais là déjà à l'Élysée? Non, je suis arrivé sous Jacques Chirac. Mais il y a eu d'autres, tu as connu d'autres expériences, c'est-à-dire cette période où le président dit la cuisine officielle de l'Élysée, c'est bien pour les banquets d'État, mais ça ne m'intéresse pas pour tous les jours. Je veux une cuisine qui me ressemble, etc. Donc Mitterrand, apparemment, l'a fait un certain nombre de fois. Est-ce que
tu as connu des expériences de ce genre Alors, non, alors, je connais bien les histoires. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, j'avais 4 de mes collaborateurs, dont mon chef qui est arrivé sous le général de Gaulle. Donc j'ai même connu un chef que je continue de faire venir, qui était jeune sous René Coty. Donc vous voyez l'historique du palais de l'Élysée, nous on le connaît bien. Côté cuisine, en ce qui nous concerne. Et donc c'est vrai que le président Mitterrand cloisonnait pour plein de raisons sa vie privée, et la cuisine faisait partie de sa vie privée. On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Donc quand je suis arrivé avec Jacques Chirac, non, la cuisine privée, ce qu'on appelait la cuisine privée sous François Mitterrand, n'existe plus. Elle existe physiquement, pourquoi? Parce que le lieu fait que les grandes cuisines et la petite cuisine privée est assez loin des appartements, la grande cuisine. Donc c'est pour ça qu'on a une C'est cuisine... toi, par exemple, dans la cuisine privée actuelle. Oui, ce sont les mêmes équipes. Ce sont les mêmes. Moi, j'ai été cuisinier privé de Jacques Chirac, donc j'allais dans cette cuisine privée pendant les services, pendant longtemps. Les appartements. Sous les appartements. Pourquoi? Parce que physiquement, quand vous voyez l'Élysée, si vous regardez un plan de l'Élysée, la grande cuisine est d'un côté, ce que nous on appelle l'aile ouest, et la cuisine est du côté est. C'est connu. Enfin, il n'y a rien de secret. Vous pouvez le vérifier si vous allez aux Journées du patrimoine. Donc c'est pour ça. Mais par contre, c'est vrai que le travail n'est pas le même, et notre rôle aussi. Et celui de savoir s'adapter et au temps et à la personne et aux envies. C'est-à-dire qu'en privé, il peut nous arriver de faire toutes sortes de cuisines, notamment pour Jacques Chirac, on l'a dit plusieurs fois, des cuisines, que ce soit des cuisines du monde, enfin si le président a envie d'un cassoulet, d'une choucroute. Et pas tête de veau, il en avait ras-le-bol, la tête de veau. Tête de veau, oui. On lui en a fait deux fois. Le président Macron a des goûts particuliers en matière de... Non, tu n'as pas le droit de parler. Alors, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que déjà, enfin, on a le droit de dire les choses. C'est que, enfin, le président est assez, c'est ce que je réponds aux journalistes lorsqu'on me pose la question, le président est assez souvent devant un micro. Si vous pensez que ça intéresse les Français, posez-lui la question. Oui. Comment est-ce que vous voulez que moi, 4e président, je suis le 4e chef depuis le général de Gaulle. Vous voyez, on n'a pas été nombreux et on a eu la confiance des présidents successifs. Peu importe le bord politique, nous on fait pas de politique, on est personnel technique. On n'a pas vocation à partir avec le président. Comment est-ce que vous voulez qu'un président, qu'une première dame ou qu'un cabinet nous accorde leur confiance si dès qu'ils sont partis, on dit ah bah il aimait ci, il aimait ça, il faisait ci, il faisait ça. Donc voilà, donc on fait partie de ce cercle assez rapproché. On a la chance, parce que c'est une chance, de vivre le quotidien d'un président de la République, de vivre l'histoire au quotidien. Donc pour garder cette confiance, on fait en sorte de ne pas dévoiler ce que eux ne souhaitent pas, souhaitent pas dévoiler de leur vie, tout simplement. Et pour revenir rapidement sur la tête de veau, justement, pourquoi est-ce qu'on parle jamais des goûts des présidents? Merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est pour la première fois. Pour la première fois. Enfin. Le président Chirac, vous le savez, sûrement dans tous les médias, on dit il adorait la tête de veau. Madame Chirac, à l'époque où il était maire de Paris, répond à une interview. Le journaliste lui dit c'est quoi le plat préféré de votre mari? Elle aurait pu dire choucroute, cassoulet, tarte aux pommes. Elle dit tête de veau. Partout où il allait, même après le dessert, on lui servait de la tête de veau. Quand il commandait un poulet rôti, le cuisinier arrivait en disant je vous ai fait plaisir, j'en ai pas la carte, je vous ai fait de la tête de veau. Lui il disait ah super, magique, j'aime ça, c'est formidable. Partout où il allait, on lui servait de la tête de veau. Nous en 12 ans à l'Élysée, on lui en a fait 2 fois. Et la deuxième fois, il m'a appelé, il m'a dit chef, c'était très bon, c'est plus la peine de m'en faire. Bien, monsieur le président, nous on a compris le message. Donc voilà, donc c'était loin d'être son... Il aimait ça, mais c'était loin d'être son plat préféré. Donc ça nous a quand même servi de leçon en disant, voilà, c'est pas à nous de le dire. On a eu l'exemple avec le président Macron qui, pendant le film de campagne, il dit j'adore les cordons bleus, tout le monde les cordons bleus, j'adore la blanquette de veau, c'est la blanquette de veau. Bon, c'est pas parce qu'il y a Il faut dire qu'il aime tout, mais tout oui. ce qui est bon. Non, mais en plus, tous les présidents pour lesquels j'ai travaillé avaient ce goût du terroir. Ils connaissent le terroir, ils connaissent le territoire. Ils ont envie qu'on serve le meilleur de ce territoire français. Donc on fait une cuisine. La cuisine de l'Élysée, c'est pas la cuisine du chef Gomez. C'est pas mon nom qui a sur l'aventure. Je suis pas un chef étoilé Michelin. Vous venez pas manger à l'Élysée ma cuisine. Vous venez manger la cuisine qu'on me demande de faire et la cuisine qui doit être celle de l'Élysée, à savoir représentative des terroirs et du territoire. On fait aussi bien de la cuisine de nos dom-toms que de la cuisine alsacienne, savoyarde, de la Creuse, de Touraine, on fait tous ces plats-là. Tout à l'heure, tu as dit, pardon, je rebondis là-dessus, j'y pense, tu as dit on ne sert plus de caviar à l'Élysée, est-ce que parce que c'est un produit de luxe très cher et que ça pourrait faire jaser comme le homard de l'Assemblée nationale? Je pense en effet que c'est pour cette raison que le caviar n'est plus servi depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a du caviar français, il y a plein de caviar français. Il y a du délicieux. caviar français, j'ai fait une dégustation cet après-midi qui est très bon c'était très bon et qui c'est pas juste une question de coût. Bien sûr, ça coûte cher, ça vaut 1 000 € le kilo, mais quand vous en mettez 50 grammes, ça vous coûte moins cher qu'une portion de turbo. Donc c'est pas. C'est ce qu'a dit Alain, non pas
par Alain Sandrin, c'est Ducasse à propos de l'affaire des homards que tout le monde connaît. Toi, tu ne peux pas réagir là-dessus, mais rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, il a dit c'est absurde qu'on l'ait attaqué là-dessus parce qu'il aurait pris un vrai grand turbo frais pêché, ça coûte 4 fois plus cher au kilo que le homard. Un poulet de Bresse, vous achetez un poulet de Bresse, ça coûte plus cher que le homard au kilo. Donc voilà. Donc, mais par contre, c'est l'image, ce sont des produits. Donc le caviar, on n'en fait plus du tout depuis des années. Hein, ça fait plus de 15 ans. La truffe. La truffe, oui, on en fait en saison, bien sûr, un petit peu pour les grands dîners d'État, pour des choses comme ça. Le caviar est vraiment le seul produit que l'on ne sert pas. Je parle de produits français, bien sûr, parce que notamment, on parle souvent de la truffe blanche qui coûte très cher. Je n'en sers jamais à l'Élysée. Bah, c'est pas français. C'est pas français, voilà. Donc vous ne verrez jamais sur mes menus truffe blanche, parce que c'est pas à moi de la mettre en avant, c'est à mes copains du Quirinal en Italie de mettre la truffe blanche en avant. Voilà. Mais nous, la truffe noire, oui. La truffe noire, oui. Dis-nous un mot des vins. Les vins, j'aime ça. Tu veux plus que ça? Non, les vins, pareil. Un petit peu plus sur les accords. Sur la même démarche, je travaille avec Virginie Routis, qui est notre sommelière. Il nous arrive de travailler ensemble sur l'accord mets-vins. Préparer les menus ensemble, pas forcément, parce que c'est pas mon travail, mais à partir du moment où on me demande mon avis, je le donne. Après, pour plein de raisons, tu as assisté à de nombreux dîners d'État, ça n'est pas toujours en adéquation, parce qu'il faut mettre un grand Bourgogne blanc avec l'entrée, un Bordeaux rouge. Ça. Voilà. Servir des Côtes-du-Rhône blanc. Je peux aussi, voilà. Donc ça, c'est sur les grands dîners d'État. Après, sur le quotidien de l'Élysée, on va faire en sorte que tout le terroir de France soit à la cave de l'Élysée pour qu'il n'y ait pas un vigneron en France qui puisse dire mais comment ça se fait que ma région, mon appellation n'est pas représentée à l'Élysée. Donc sur le même principe que quand on va faire une volaille, et je donne souvent cet exemple de la volaille à l'Élysée, la volaille de Bresse est l'une des meilleures volailles au monde, pour pas être chauvin quand même, mais la preuve c'est que les grands chefs à l'étranger veulent de la volaille de Bresse. Maintenant, c'est pas pour ça que nous à l'Élysée on va servir que de la volaille de Bresse, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui le matin tôt et tard le soir élèvent leur volaille partout en France pour faire de la volaille de qualité. Donc moi, je fais de la volaille aussi bien de Milly-la-Forêt que de la volaille de Bresse, que de la volaille des Landes, que de la volaille du Gers, parce qu'elle a le mérite d'exister. Et sur le menu, c'est indiqué. Et sur le menu, c'est toujours indiqué. On a à l'écran la poule noire d'Alsace. Au Riesling, alors ça, c'est d'où ça sort? C'est la préfecture, voilà. Préfecture de région d'Alsace. Alors, en fait, je suis le chef du Palais de l'Élysée. Ça, c'est pour vous mettre en appétit. On arrive vers le début des questions. Et quelques plats maintenant. Je suis le chef du Palais de l'Élysée, mais mon rôle, c'est chef des cuisines. Alors, c'est un petit peu roboratif comme ça, mais en fait, pour comprendre, c'est que dès que le président se déplace, à partir du moment où il y a une cuisine, je peux annexer la cuisine et en prendre possession. Donc, je suis chef des résidences présidentielles, le fort de Brégançon, le pavillon de la Lanterne, mais également, si le président va à Chambord, je deviens chef des cuisines de Chambord un temps donné. Je peux être chef de la manufacture des Gobelins si le président vient ici. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu dans cette salle, vous avez bien grandi parce qu'il y avait des enfants de 5 ans et de 6 ans. On a fait un goûter. Je vois que vous avez bien évolué. Le temps passe. Le temps passe. Donc voilà. Donc il nous arrive de nous déplacer également dans les préfectures, dans nos consulats, dans nos ambassades à l'étranger et dans les préfectures. Et donc pour la préfecture d'Alsace, lorsqu'on est dans un territoire, on essaye autant que faire se peut de mettre en avant les produits locaux. Donc si on va en Alsace, on va travailler les produits alsaciens et ainsi de suite. On va vous donner la parole. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, ça y est, monsieur. Un micro peut-être? Non, on n'a pas le droit. Parlez fort. Alors, je vais répéter. Monsieur demande comment ça se passe avec les services de sécurité et les contraintes liées. Alors, bien évidemment, je ne vais pas rentrer, vous pensez bien, dans le détail des services de sécurité, parce que déjà, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce que je peux vous dire, ce sont les contraintes liées à l'alimentation, à mon travail, qui sont celles de tout un chacun, on va dire, dans les endroits où on reçoit du public. Bien évidemment, les contraintes d'hygiène qui sont assez classiques. Et après, on essaye de bien sourcer nos produits pour que l'achalandage soit fait en sorte qu'on n'ait pas de soucis. Et après, les gens qui vont nous livrer à l'Élysée, la primeur on ne communique jamais le menu en amont. C'est-à-dire qu'on laisse la primeur du menu aux hôtes. Comment tu fais pour empêcher que le président ou son hôte d'honneur soit empoisonné? Voilà. Donc, comme on ne sait jamais en fait à quoi va servir le produit, si moi je commande un poulet chez un éleveur, il ne sait pas si ça va être pour le président. Donc, on fait 95 000 couverts à l'Élysée, on nourrit une partie du personnel, on nourrit tout ça. Donc, on fait en sorte que ça reste confidentiel jusqu'au moment où c'est servi. Voilà. Et on travaille donc avec les marchés publics, on va sélectionner nos fournisseurs. Et nos fournisseurs, quand ils livrent le Palais de l'Élysée, ils ne savent pas qu'est-ce qui part pour le président, qu'est-ce qui ne part pas pour le président. Il n'y a pas de fournisseur officiel, contrairement à Buckingham Palace, paraît-il. Pas de quoi? De fournisseur officiel, sauf pour la baguette.
Alors pour la baguette, en fait, à Buckingham Palace, il y a une estampille fournisseur officiel de la reine d'Angleterre. By appointment. En France, voilà. En France, il n'existe pas tout simplement parce que c'est de l'argent public. On est soumis au code des marchés publics. Donc il n'y a pas de fournisseur officiel. Il y a des fournisseurs qui sont soumis aux règles des marchés publics. Voilà. Et donc, alors pour la baguette officielle, c'est le seul, on va dire. Exception, la seule exception, et encore, ce n'en est pas vraiment une, parce qu'on a quand même nos fournisseurs de pain choisis par les marchés publics, mais le boulanger qui remporte, c'est une tradition, la meilleure baguette de Paris, peut, s'il le souhaite, ce n'est pas une obligation, être fournisseur de l'Élysée pendant 1 an. C'est une tradition qui est arrivée de la mairie de Paris avec Jacques Chirac, et depuis qu'on essaye de faire perdurer. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour le boulanger. Maintenant, il faut bien comprendre que même s'il nous livre 20 baguettes par jour, c'est 20 € de chiffre d'affaires. Donc ça ne lui permet pas de transformer son entreprise, de nous livrer. Par contre, c'est pour lui une belle publicité, et ça lui permet de développer son entreprise. Madame. C'est passionnant. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites des déchets ou des restes alimentaires. Il n'y a rien Regardez, acheté. comment Rien vous pensez que je suis arrivé à 105 kilos, chère madame? Il n'y a pas de déchets. Non, alors, la partie, on va dire, la belle image du service à la française, c'est aussi cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tri des déchets, la méthanisation de nos déchets, c'est quelque chose que l'on fait depuis des années. Et quand on a voulu mettre ça en place, il y a déjà, alors avant que ce soit à la mode, il y a près de 10 ans, les gens spécialisés là-dedans que j'ai fait intervenir m'ont dit, d'accord, mais on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que vous faites 95 000 couverts, les poubelles sont vides. C'est-à-dire que nous, contrairement à un restaurant ou à une cuisine de collectivité où tout ce qui va être chauffé, tout ce qui va être cuit va être jeté, nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'à l'Élysée, personne ne choisit ce qu'il mange, hormis le président et madame. Du secrétaire général aux agents, j'impose le menu. Donc, ce qui nous permet de valoriser les restes, de valoriser les stocks et qu'il n'y ait pas de déchets. Ensuite, sur le service à la française, alors hors Covid, bien évidemment, hors crise du Covid, tout ça, mais avant la Covid, tout ce qui était au plat, quand vous vous servez dans le plat, ce qui est dans le plat est propre. Personne ne mange dans le plat. Donc tout ce qui rentre des plats, à partir du moment où ça redevient à la bonne température et tout ce qu'il faut, c'est mis en cellule de refroidissement et ça peut être redistribué le soir même, le lendemain, comme je vous l'ai dit, comme personne ne choisit son repas. Donc les lendemains de dîner d'État, le personnel est très content. Les invités des conseillers sont très contents parce qu'ils ont des restes du dîner d'État. Mais en tout cas, on accommode, nous, tous les restes et c'est ce qui fait qu'on a très très peu de gâchis. Il nous arrivait une fois où le roi d'Espagne, justement, avait un dîner d'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une catastrophe aérienne et le dîner d'État a été annulé. Le roi et la reine ont dû rentrer en Espagne. On l'a su à 18 h. La marchandise qui avait pu être récupérée a été récupérée pour être servie le lendemain. Ce qui devait être consommé et qui ne pouvait pas être récupéré a été donné à des associations pour préparer des plateaux repas qui ont été servis le soir même ou dans la nuit. C'est la seule fois. Et sinon, vraiment, soyez confiants. L'argent public, les deniers sont bien gérés en bon père de famille. On a d'ailleurs les félicitations de la Cour des comptes, je tiens à le préciser, chaque année sur la cuisine. Et il n'y a pas du tout de déchets. Est-ce que tu confirmes ce que j'avais entendu dans une émission de télévision? C'était peut-être toi qui le disais. Je crois que c'était encore le banquet d'État avec la reine d'Angleterre, où la matière première ne devait pas dépasser 50 €, je crois. Quelque chose comme ça. En fonction des, alors c'est pas que ça doit pas dépasser 50 €, c'est que c'est à peu près le budget qui nous est alloué lorsque c'est une visite d'État. Il faut savoir que pour le reste du personnel et des autres repas, c'est 3,60 € hors main d'œuvre. 3,60 € entrée, plat, laitage, dessert. Et hors vaisselle de Sèvres. Et hors vaisselle, hors tout ça, et on fait en sorte de ne pas la casser. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très suivi par la Cour des comptes. Il y a un rapport de la Cour des comptes, si ça vous donne envie de le lire, vous pouvez le lire. C'est moins appétissant que la tarte chocolatée. Voilà, donc tout est bien expliqué. Et c'est vrai que quand on fait choisir un menu au président, vous pensez bien que s'il y a une entrée avec un œuf ou une entrée avec des langoustines, une entrée avec une volaille, une entrée avec du turbo, si c'est œuf volaille, ça revient à 15 €. Si c'est langoustine volaille, ça revient à 25. Si c'est langoustine turbo, ça revient à 50. Donc on ne peut pas dire, attendez, non, parce que là, vous avez pris cette entrée-là, vous n'aurez pas de dessert. Bon, voilà. Une question là. Ouais. Oui, bon. Bonsoir. Je voulais juste savoir, vous disiez que vous faisiez une cuisine de commande, que vous étiez les chefs des cuisines du palais. Je suis là. Je voulais juste savoir, c'est quoi votre cuisine à vous, en fait? C'est quel type de menu vous feriez et qui correspondrait complètement? C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Y a-t-il une autre question dans la salle? Non, mais en fait,
en fait, le fait de même d'accepter le poste que j'ai, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment posé la question, c'est-à-dire que ça va faire 23 ans maintenant que je travaille au Palais de l'Élysée, je pourrais pas vous dire si demain j'avais mon restaurant, quel type de cuisine je ferais, parce que ma cuisine, vous savez, je l'ai construite avec l'Élysée, avec cette tradition, avec ce lieu, avec, comme tout à chacun, mon passé, ma culture gastronomique ou même du territoire dans lequel je vis. Et en fonction de ça, je fais la cuisine qu'on me demande et qui, je pense, doit être celle qui est représentée au Palais de l'Élysée. Aujourd'hui, en tant que chef de l'Élysée, c'est ma cuisine, c'est celle que je dois faire. Par contre, si demain j'étais chef dans un restaurant, dans un établissement, dans un palace ou dans un food truck, je ne ferais pas cette cuisine-là. Ce serait complètement différent. Peut-être pas complètement, ça resterait une cuisine de saison autour des produits parce que c'est... Oui, mais par exemple, tu sais bien que tu as des confrères qui sont dans la restauration privée, qui sont chefs de cuisine et qui font une cuisine très imaginative, voire échevelée, en mélangeant des produits de partout, des épices, des petites fleurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, par exemple, de ne pas donner... Non. Non, clairement, ça ne me manque pas. Maintenant, moi, je ne suis pas contre l'innovation, au contraire. Tu aimes la mayonnaise et le beurre blanc. Ah, j'aime le gras. Et beaucoup le pâté en croûte. J'aime le pâté en croûte. Un grand défenseur, le pâté en croûte. C'est un grand plat, le pâté en croûte, et c'est très technique. Gibier de Chambord. Pâté en croûte au gibier de Chambord. Ah voilà. Donc non, je ferai une cuisine quand même qui ressemble à l'homme que je suis. Voilà. Donc moi, les petites fleurs, c'est vrai que je les adore dans le jardin. Un peu moins dans ma salade, surtout dans ma salade de gésier. Mais voilà. Donc je ferai une cuisine qui me ressemble. Voilà, c'est ça que je voulais te faire dire. Donc moi, je te prends comme chef. D'autres questions. Une question. Bonsoir. Un peu dans la même tranche, vous faites une cuisine qui vous ressemble. Quel a été le menu où vous avez le sentiment d'avoir fait preuve d'un peu plus d'audace que d'habitude? Vous vous êtes dit, bon là je tente un truc, c'est pas sûr que ça passe, et vous étiez content que ça marche. Ça pouvait être quoi par exemple? Alors écoutez, on essaye quand même, il faut bien comprendre qu'un dîner d'État, il y a des engagements qui sont importants et qu'il ne faut pas, c'est pas ce jour-là où on va tenter des choses. C'est un exercice dans lequel on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'actualité. Si le président se lève de table pour aller prendre une conversation téléphonique ou quelque chose, c'est à nous de rester en attente ou d'aller plus vite ou d'accélérer. Donc il faut que ce soit des choses qui soient maîtrisées. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi de 28 cuisiniers, il y a une équipe en salle qui doit faire le service sur un dîner d'État de 250 couverts, c'est pas de 90 mètres d'hôtel qui sont là, donc vous pensez bien qu'on va pas faire, tiens, aujourd'hui on va innover, on va servir le dessert avant le fromage. C'est pas ces jours-là où on va faire preuve, on va dire, d'une grande audace. On va rester audacieux dans la simplicité. Dans la simplicité, quand je dis la simplicité, c'est des choses qui vont parler aux gens, un service qui va être efficace, avec des bons produits, où on va avoir des cuissons qui peuvent aller à tout le monde, parce que vous pensez bien que si j'ai la moitié des plats qui reviennent en disant bah, je voudrais un peu plus cuit, un peu moins cuit, ça ne va pas aller. Donc c'est pas ce jour-là. Par contre, sur des repas un petit peu plus confidentiels, que ce soit des repas d'ordre privé ou de travail, on va pouvoir tenter des choses, en effet. Alors qui sont plus ou moins heureuses, d'ailleurs. Il y a des fois où des présidents m'ont dit ah, bah, ça c'était très bon. Ça chef, c'était bon, mais c'était surprenant. Bon, on comprend que... Voilà, je me souviens d'une anecdote, je ne vous dirai pas avec quel chef d'État, où mon pâtissier de l'époque, on travaille sur les plats, et je dis, ouais, il faudrait un petit peu changer, même s'ils nous demandent toujours le même dessert, celui-ci ou celui-là, parce que c'est des choses qu'ils aiment. C'était pour un dîner privé. On venait de travailler pas mal les légumes, et il me dit, on pourrait faire un dessert avec un légume. Je dis, pourquoi pas, on fait des essais de desserts avec des légumes. Moi, dans plusieurs de mes livres, j'ai fait des desserts, et donc je lui parle. La betterave, c'est la mode, hein. La carotte. On avait fait un dessert à la carotte, et là je lui dis tiens, moi j'avais fait une recette dans un de mes bouquins, quelque chose que j'aime bien, c'est des carottes au cumin sucrées avec du miel, c'est très bon. Bon, c'est vrai que c'est très bon peut-être quand je suis à la maison. Là je lui dis écoute, tu devrais essayer, et il me fait un dessert à la carotte que je trouve bon, que je valide, hein. Je dis pas c'est de sa faute, mais c'est vrai que ça a surpris quand même les gens, et que ce soit la carotte en dessert et la façon dont c'était fait, ils ont mangé, ils ont trouvé ça très bon, mais je sais que c'est devenu un petit peu une blague entre ces gens-là, et c'est un chef d'État étranger qui était là, que j'ai revu à plusieurs reprises, d'un pays francophone, je vous en dirai pas plus, je vous en ai dit beaucoup déjà, il vous reste Belgique, Suisse ou Luxembourg, hein. et c'est vrai que je l'ai revu, et à chaque fois il me parle de ce dessert à la carotte. Donc voilà.
On est obligé d'arrêter. Pardon, je suis désolé. Je suis vraiment navré parce que je dois repartir sur une autre table ronde. Je me suis engagé. Je me suis engagé à te libérer. Il faudra qu'on refasse ça une autre fois et plus longuement, avec grand plaisir de prendre plus de temps. La semaine prochaine, tu fais quoi? Ça va être un peu compliqué. À l'Élysée. Mais non, mais vraiment, il faut qu'on le refasse parce que je suis vraiment désolé de devoir partir si rapidement et de ne pas répondre à toutes vos questions. Et si vraiment il y a une question qui vous empêche de dormir, n'hésitez pas à la faire passer à Pierre et je vous répondrai à un petit tuto vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.